Et si la maison où vous avez grandi disparaissait du jour au lendemain, emportant avec elle vos souvenirs les plus précieux? En avril 1919, dans les ruines encore fumantes d'Arras, une mère posa devant son foyer avec ses 2 petites filles. 3 semaines plus tard, leur toit avait disparu, arraché par les conséquences d'une guerre qui refusait de s'éteindre. Mais au milieu de cette tragédie, un secret tenu dans la main droite de la mère allait changer le destin non seulement de ses filles, mais aussi de centaines de familles françaises. Quel était ce secret, et comment une simple poignée de graines devint la clé de leur survie? Aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire fictionnelle dramatisada, inspirée de faits réels historiques, qui cache une leçon de vie que nous ne devrions jamais oublier. Avant de commencer, abonnez-vous à cette chaîne, laissez un like et dites-moi de quelle ville vous nous regardez. Cela nous aide énormément à continuer de partager des récits forts, porteurs de mémoire et de sens. Cette photo a été prise 3 heures avant que Marie-Claire Dubois apprenne qu'elle perdrait tout. 3 heures avant que ses filles découvrent que leur maison, la seule chose stable qui leur restait après la mort de leur père, leur serait arrachée comme on arrache une croûte de pain des mains d'un affamé. Si vous restez jusqu'à la fin de cette histoire, vous comprendrez pourquoi Marie-Claire sourit sur cette photo, alors qu'elle savait déjà que dans quelques jours, elle et ses filles dormiraient dans la rue. Cette histoire n'est pas celle d'une simple photo de famille. C'est l'histoire d'une mère qui a transformé des graines de blé en espoir pour 200 familles françaises. Le 14 avril 1919, un ex-soldat nommé André Moreau parcourait les ruines d'Arras avec son appareil photographique. Les archives du musée de la Grande Guerre conservent encore ses carnets où il notait méticuleusement chaque famille qu'il photographiait pour les associations de charité. Ce jour-là, il écrivit quelque chose d'inhabituel à propos de Marie-Claire et ses filles. Il écrivit « Cette femme cache quelque chose dans sa main droite, quelque chose de si précieux qu'elle ne le lâche pas même pour la photo. » André ne savait pas encore que ce petit sac de toile contenait les dernières semences de blé de son mari mort et qu'elle deviendrait la clé de leur survie. Marie-Claire Dubois, 32 ans, veuve depuis 18 mois, mère de Marguerite 8 ans et Céleste 5 ans. Les registres paroissiaux de Saint-Nicolas d'Arras confirment que son mari, Pierre Dubois, est tombé à Passchendaele le 10 novembre 1917, 3 jours avant que Marguerite ne prononce son dernier mot. Depuis ce jour, la petite fille n'avait plus jamais parlé. Elle communiquait par gestes, par dessins tracés dans la terre avec des bâtons, mais surtout par ce regard qui disait tout ce que sa bouche refusait d'exprimer. Marie-Claire avait consulté le docteur Lefebvre, qui lui avait dit que le choc de la mort du père avait créé ce qu'il appelait un mutisme de guerre, fréquent chez les enfants de la région. Céleste, elle, ne comprenait pas. Chaque soir, elle demandait quand papa reviendrait de son voyage. Marie-Claire inventait des histoires, racontait que papa surveillait les étoiles, qu'il était devenu un ange gardien. Mais comment expliquer la mort à une enfant de 5 ans, quand vous-même ne comprenez pas pourquoi la guerre a pris votre mari, le père de vos enfants, l'homme qui savait faire pousser le blé même dans la terre la plus ingrate? Les cartes de Marie-Claire à son beau-frère à Paris, préservées par la famille et consultables aux archives départementales du Pas-de-Calais, révélaient sa détresse. « Je mens à mes filles chaque jour. Je leur dis que demain sera meilleur. Mais demain n'arrive jamais. » Ce matin du 14 avril, Marie-Claire avait reçu une lettre officielle. La pension de veuve de guerre, promise par la loi Lugol de 1917, lui était refusée. Documentation incomplète, disait le courrier. Il manquait l'acte de mariage original, détruit lors du bombardement de la mairie d'Arras en 1916. Sans cette pension, elle ne pourrait plus payer le loyer de leur petite maison à moitié reconstruite. Monsieur Gauthier, le propriétaire, lui avait donné 2 semaines. 2 semaines avant l'expulsion. Elle regardait ses filles jouer dans le jardin avec des cailloux, créant des châteaux imaginaires, et elle savait qu'elles allaient bientôt perdre le dernier endroit où elles avaient été heureuses avec leur père. Mais Marie-Claire gardait un secret. Dans sa poche, elle serrait ce petit sac de graines que Pierre lui avait confié avant de partir au front. Ces graines de blé n'étaient pas ordinaires.
C'était une variété résistante que le grand-père de Pierre avait développée pendant 40 ans, capable de pousser même dans les sols dévastés par les obus. Pierre lui avait fait promettre de les garder pour quand la guerre serait finie, pour reconstruire. Elle ne savait pas encore que ces graines deviendraient bien plus qu'un simple souvenir. Elles deviendraient le salut de dizaines de familles. Quand André Moreau frappa à sa porte ce jour-là, Marie-Claire venait de prendre une décision qui changerait tout. Une décision qu'aucune mère ne devrait jamais avoir à prendre. Elle avait écrit une lettre à l'orphelinat de Lille pour demander s'il pourrait accueillir ses filles. Les listes de distribution de la Croix-Rouge française de 1919 montrent que les rations alimentaires diminuaient chaque semaine. Une pomme de terre par personne et par jour. Un morceau de pain noir. Marie-Claire savait qu'elle ne pourrait plus nourrir ses filles. Mais avant d'envoyer cette lettre, elle voulait une dernière photo. Un dernier souvenir de quand elles étaient encore une famille. L'année 1917 avait commencé avec de l'espoir. Pierre Dubois embrassait ses filles chaque matin avant de partir au champ, et Marie-Claire préparait la soupe avec les légumes du potager. Les carnets d'André Moreau racontent que beaucoup de familles d'Arras vivaient ainsi, dans cette illusion que la guerre resterait loin, qu'elle ne viendrait pas jusqu'à leur porte. Mais le 3 septembre 1917, Pierre reçut sa feuille de mobilisation. Marie-Claire se souvenait encore du silence qui avait envahi la cuisine. Marguerite avait demandé pourquoi maman pleurait. Céleste, trop petite pour comprendre, avait ri en voyant son père en uniforme, pensant que c'était un déguisement. Les lettres de Pierre du front, conservées dans les archives familiales, révèlent un homme qui tentait de protéger sa famille même à distance. Il écrivait « Ne vendez jamais les graines, ma chérie. Peu importe la faim, peu importe le froid. Ces graines sont notre avenir. » Il parlait de ses camarades qui tombaient chaque jour, mais toujours il revenait à ces graines, comme si elles étaient un talisman, une promesse que la vie continuerait après l'enfer. La dernière lettre datée du 8 novembre 1917, 2 jours avant sa mort, disait simplement « J'ai rêvé du blé doré dans notre champ. Dis aux filles que je les aime plus que toutes les étoiles du ciel. » Quand la nouvelle de la mort de Pierre arriva, quelque chose se brisa en Marguerite. Le docteur Lefebvre, dont les notes médicales sont conservées aux archives hospitalières d'Arras, décrivit le cas comme un trauma infantile de guerre. La petite fille qui chantait tout le temps, qui racontait des histoires à sa poupée de chiffon, devint silencieuse. Elle regardait sa mère préparer le maigre repas, observait sa petite sœur jouer, mais aucun son ne sortait de sa bouche. Marie-Claire avait tout essayé. Les prières, les câlins, même la colère parfois, quand l'épuisement la submergeait. Rien n'y faisait. Marguerite dessinait dans la poussière avec des bâtons, créait des mondes silencieux où peut-être son père vivait encore. Céleste, elle, continuait de demander papa. Chaque homme en uniforme qu'elle voyait dans la rue devenait papa pour quelques secondes, jusqu'à ce que Marie-Claire doive lui expliquer, encore et encore, que non, ce n'était pas lui. La petite avait développé un rituel étrange. Chaque soir, elle mettait une assiette supplémentaire sur la table, pour quand papa reviendrait. Marie-Claire n'avait pas le cœur de l'en empêcher, même si cela signifiait diviser leur maigre ration en portions encore plus petites. L'hiver 1918 avait été le pire. La grippe espagnole frappait la région, et Marie-Claire vivait dans la terreur constante de perdre ses filles. Les registres de la paroisse montrent que 23 enfants du quartier moururent cet hiver-là. Marie-Claire passait ses nuits à veiller ses filles, posant sa main sur leur front pour vérifier la fièvre, écoutant leur respiration. Elle avait vendu sa robe de mariage pour acheter du charbon, vendu les outils de Pierre pour acheter du pain. Mais les graines, elle les gardait cachées dans une boîte en fer-blanc sous une latte du plancher. Le printemps 1919 apporta un semblant d'espoir. La guerre était finie, les hommes revenaient. Mais pas Pierre. Jamais Pierre. Marie-Claire avait trouvé du travail comme blanchisseuse, lavant le linge des familles plus fortunées. Ses mains, autrefois douces, étaient maintenant rouges et crevassées par l'eau de lessive. Madame Leroux, une veuve du quartier qui avait perdu 3 fils à la guerre, partageait sa soupe claire tous les jeudis. Monsieur Dubois, le boulanger, laissait toujours un pain rassis sur le comptoir, prétendant l'avoir oublié. Ces petits gestes de solidarité
était ce qui les maintenait à flot, jour après jour. Mais tout bascula ce matin du 14 avril. La lettre de refus de la pension était le coup de grâce. Marie-Claire savait ce que cela signifiait. Plus de maison, plus de stabilité, plus de dignité. Elle avait vu d'autres familles prendre la route, devenir ces ombres errantes qu'on voyait passer, cherchant du travail, un abri, un peu de pain. Elle avait juré que cela n'arriverait jamais à ses filles. Mais maintenant, assise dans sa cuisine, regardant Marguerite dessiner en silence et Céleste bercer sa poupée de chiffon en chantonnant, elle comprenait qu'elle n'avait plus le choix. C'était l'orphelinat, ou la rue. À moins que ces graines ne soient vraiment la clé de leur salut, comme Pierre l'avait toujours cru. André Moreau posa son appareil photographique sur le muret du jardin et observa la famille. Ses propres notes, conservées au musée de la Grande Guerre, décrivent ce moment avec une précision troublante. La mère tenait quelque chose dans sa main droite, quelque chose qu'elle serrait comme si sa vie en dépendait. Les filles étaient propres malgré la pauvreté évidente. La plus grande ne parlait pas, mais ses yeux racontaient toute une histoire. Marie-Claire avait utilisé le dernier morceau de savon pour laver les cheveux de ses filles, les avait tressés avec soin, comme elle le faisait chaque dimanche avant la guerre. Elle voulait que sur cette photo, on voit des enfants dignes, pas des futures orphelines. Marguerite comprenait plus qu'elle ne le montrait. Elle avait vu sa mère pleurer la nuit, l'avait entendu marcher dans la maison, comptant et recomptant les quelques pièces qui restaient. Elle avait vu la lettre de l'orphelinat cachée sous le pot de confiture vide. Elle savait. Et c'est pour cela qu'elle avait volé cet œuf au marché la semaine précédente. Non pas par faim, mais par désespoir. Si elle pouvait aider, peut-être que maman n'enverrait pas sa petite sœur et elle dans cet endroit froid dont parlaient les autres enfants du quartier. Mais l'œuf s'était cassé dans sa poche sur le chemin du retour, et elle avait pleuré silencieusement, des larmes qui ne faisaient aucun bruit, comme tout ce qu'elle faisait maintenant. Céleste, dans son innocence, continuait de créer de la beauté dans leur monde qui s'effondrait. Ce matin-là, elle avait trouvé 3 pissenlits dans le jardin et en avait fait une couronne pour sa sœur. C'est un cadeau de papa, avait-elle dit, depuis son étoile. Marie-Claire avait dû se détourner pour cacher ses larmes. Comment une enfant de 5 ans pouvait-elle garder tant d'espoir quand tout autour d'elle s'écroulait? Les voisins racontaient que parfois, ils entendaient Céleste parler toute seule dans le jardin, racontant sa journée à son père dans le ciel, lui promettant d'être sage pour que maman ne soit plus triste. C'est alors qu'André dit quelque chose qui changea tout. « Madame, je photographie les familles pour l'association d'entraide des veuves de guerre, mais je cherche aussi des terres pour le programme de reconstruction agricole. Savez-vous cultiver ?» Marie-Claire sentit son cœur s'arrêter. Elle regarda cet homme, ce photographe aux yeux fatigués qui avait vu trop de morts, trop de destruction, et elle prit le risque de sa vie. Elle ouvrit lentement sa main droite, révélant le petit sac de toile. « Ce sont des graines de blé, monsieur. Une variété spéciale que mon mari a développée avec son père. Elles peuvent pousser même dans les terres bombardées. » André Moreau s'approcha, examina les graines avec l'œil d'un homme qui avait grandi dans une ferme avant que la guerre ne le transforme en soldat. Les documents du programme de reconstruction agricole, conservés aux archives nationales, mentionnent ce moment précis. Le 14 avril 1919, identification d'une variété de blé résistant particulièrement prometteuse par A. Moreau dans la région d'Arras. Il regarda Marie-Claire et dit « Il y a une ferme abandonnée près de l'île. Les propriétaires sont morts dans les bombardements, pas d'héritiers. L'association cherche quelqu'un pour la remettre en culture. C'est dur, très dur, mais avec ces graines. » Marie-Claire sentit quelque chose se briser en elle, mais c'était différent cette fois. Ce n'était pas le désespoir qui la brisait, c'était l'espoir qui perçait à travers. « Mais je suis seule avec 2 petites filles, comment pourrais-je » André l'interrompit doucement. « L'association aide les veuves qui veulent travailler la terre. Il y a d'autres familles dans la même situation. Vous pourriez vous entraider, partager le travail, partager les récoltes. » Il marqua une pause, puis ajouta « Ces graines pourraient nourrir beaucoup de monde, madame. Votre mari le savait, n'est-ce pas ?» C'est à ce moment que Marguerite fit quelque chose d'extraordinaire.
Elle, qui n'avait pas prononcé un mot depuis 18 mois, s'approcha d'André et pointa du doigt l'appareil photo. Puis sa mère, puis les graines. André comprit. Elle voulait que la photo capture ce moment, ces graines, cette promesse d'avenir. Il hocha la tête et retourna derrière son appareil. Madame Dubois tenait les graines bien visibles. Un jour, cette photo témoignera du courage d'une famille qui a refusé de se laisser briser. Marie-Claire positionna ses filles autour d'elle. Céleste avec sa couronne de pissenlit, Marguerite avec son silence éloquent, et elle au milieu, tenant ses graines comme on tient un nouveau-né. Dans exactement 3 secondes, André appuierait sur le déclencheur et capturerait non pas la fin d'une histoire, mais le début d'une résurrection. Une résurrection qui commencerait par un seul grain de blé et se transformerait en champ doré nourrissant des centaines de familles. Mais d'abord, il fallait survivre au voyage jusqu'à l'île, à l'hostilité des fermiers locaux et aux premières semaines sans aucune récolte. Le vrai test ne faisait que commencer. Le déclic de l'appareil résonna dans le silence du jardin. Un seul clic. Mais Marie-Claire sentit que ce son marquait un tournant. André Moreau abaissa son appareil et nota dans son carnet l'heure exacte, 15h47. Il écrirait plus tard dans ses mémoires personnelles que ce fut la photo la plus importante de sa carrière, non pas pour sa qualité technique, mais pour ce qu'elle représentait. Une mère qui refuse de baisser les bras, des enfants qui portent l'espoir malgré la tragédie, et des graines qui contiennent la promesse d'une renaissance. Immédiatement après la photo, Céleste courut vers André et tira sur son pantalon. « Monsieur, est-ce que vous connaissez mon papa dans le ciel ?» André s'agenouilla à sa hauteur, ses yeux de soldat fatigué rencontrant ceux, innocents, de l'enfant. « Ton papa était un héros, petite. Tous les papas qui sont partis étaient des héros. » Céleste sourit et murmura « Alors il peut voir la photo depuis là-haut ?» André hocha la tête, incapable de parler. Il avait perdu son propre fils de 3 ans dans un bombardement à Reims. Cette petite fille lui rappelait douloureusement ce qu'il avait perdu. Marie-Claire observait la scène, serrant toujours les graines. André se releva et s'approcha d'elle. « Madame Dubois, je dois vous dire quelque chose. La ferme de l'île, ce ne sera pas facile. Les sols sont ravagés, il n'y a presque pas d'outils, et les autres fermiers de la région n'aiment pas les étrangers. Certains pensent que les veuves ne devraient pas cultiver la terre. Mais... » Il marqua une pause, regardant Marguerite qui dessinait quelque chose dans la poussière avec un bâton. « Mais j'ai vu des miracles depuis la fin de la guerre. J'ai vu des femmes reconstruire des maisons pierre par pierre. J'ai vu des enfants muets recommencer à parler. » C'est alors que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Marguerite leva les yeux de son dessin, et pour la première fois depuis 18 mois, elle ouvrit la bouche. Pas pour parler, pas encore, mais pour former silencieusement un mot en regardant sa mère. Oui. Marie-Claire tomba à genoux et prit sa fille dans ses bras, pleurant des larmes qu'elle retenait depuis des mois. André détourna respectueusement le regard, mais nota plus tard, c'était comme si les graines avaient déjà commencé leur miracle. Le reste de l'après-midi passa dans une frénésie de préparation. André expliqua qu'un convoi de famille partait pour l'île dans 3 jours. L'association d'entraide fournissait le transport et les premières semaines de nourriture. Marie-Claire devrait vendre tout ce qui restait dans la maison pour acheter des outils de base. André promit de revenir avec des papiers officiels et glissa discrètement quelques billets sur la table en partant, prétendant les avoir oubliés. Marie-Claire savait que c'était un don, mais sa fierté lui permettait d'accepter cette fiction. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, Marie-Claire raconta une histoire à ses filles, qui n'était pas un mensonge. Elle leur parla de la ferme de l'île, des champs qui les attendaient, du blé doré qui pousserait de leurs mains. Marguerite écoutait intensément, ses yeux brillants d'une lumière nouvelle. Céleste demanda si papa pourrait voir leur champ depuis son étoile. Marie-Claire répondit que oui, il verrait tout, et qu'il serait fier. Elle ne mentionna pas les difficultés qui les attendaient, les mois de faim avant la première récolte, le travail écrasant, l'hostilité probable des locaux. Pour ce soir, l'espoir suffisait. Le lendemain,
Marie-Claire vendit les derniers meubles à Monsieur Gauthier, le propriétaire. Il fut surpris qu'elle parte volontairement mais acheta tout à bas prix, profitant de sa détresse. Elle vendit la montre de Pierre au bijoutier, garda seulement sa photo dans un médaillon. Madame Leroux, la voisine veuve, lui donna une vieille bêche et quelques outils rouillés. Le boulanger Dubois prépara un sac de pain dur pour le voyage. La communauté, elle-même brisée par la guerre, donnait ce qu'elle pouvait. Le matin du départ, André revint comme promis. Il avait apporté les papiers officiels et quelque chose d'autre, une petite ardoise et des craies pour Marguerite. Pour qu'elle puisse écrire ce qu'elle ne peut pas encore dire, expliqua-t-il. Marguerite prit l'ardoise et écrivit immédiatement. « Merci ». C'était le deuxième mot depuis son silence, et Marie-Claire sentit que quelque chose guérissait lentement en sa fille. Dans 1 heure, elle monterait dans le camion pour Lille. Dans 1 heure, leur nouvelle vie commencerait. Dans 1 heure, les graines de pierre commenceraient leur voyage vers les champs qui nourriraient non seulement leur famille, mais des dizaines d'autres. Mais d'abord, Marie-Claire prit une dernière fois ses filles dans ses bras, dans cette maison qui avait été leur refuge, et murmura « Papa serait si fier de nous ». Le voyage vers Lille fut un calvaire de 24 heures dans un camion militaire reconverti. 15 familles entassées, des veuves et des orphelins, tous fuyant les ruines d'Arras vers un espoir incertain. Marie-Claire tenait ses filles contre elle, protégeant précieusement le sac de graines dans sa poche. Céleste dormait, épuisée, mais Marguerite observait tout, écrivant parfois des mots sur son ardoise. Faim, froid, courage. Ce dernier mot, elle l'avait écrit en regardant sa mère, et Marie-Claire avait dû détourner les yeux pour cacher ses larmes. La ferme de Lille était pire que ce qu'André avait décrit. Les bâtiments étaient à moitié effondrés, les champs parsemés de cratères d'obus, le sol empoisonné par les gaz. Les autres familles regardèrent le désastre avec désespoir. Certaines voulaient repartir immédiatement. C'est alors que Marie-Claire fit quelque chose qui changerait tout. Elle sortit ses graines, s'agenouilla dans la terre souillée, et commença à expliquer ce que Pierre lui avait enseigné. Ces graines peuvent purifier le sol. Mon mari disait qu'elles absorbent les toxines et les transforment en nutriments. Il faut juste de la patience et du travail. Les premières semaines furent terribles. Il dormait dans la grange qui fuyait, mangeait des racines et de l'herbe bouillie, quand les rations de l'association s'épuisaient. Les fermiers locaux les regardaient avec mépris. Des femmes qui jouent aux agriculteurs, ricanaient-ils. Mais Marie-Claire travaillait 18 heures par jour. Ses mains saignaient, son dos la torturait. Mais elle plantait, méthodiquement, rangée après rangée. Marguerite l'aidait en silence, portant de l'eau, arrachant les mauvaises herbes. Même Céleste participait, chantant aux graines pour qu'elles poussent plus vite. Puis, le miracle commença. Les premières pousses apparurent après 3 semaines, vertes et vigoureuses dans cette terre que tous croyaient morte. Les archives agricoles de la région mentionnent ce phénomène. La variété du bois, comme on l'appela plus tard, démontrait une résistance extraordinaire aux sols contaminés. Les autres familles de réfugiés commencèrent à s'intéresser. Marie-Claire partagea ses graines, enseigna les techniques de Pierre. Bientôt, 5 familles cultivaient ensemble, puis 10, puis 20. André Moreau revenait chaque mois, prétextant documenter le programme de reconstruction, mais en réalité apportant discrètement de la nourriture et des outils. Un jour de juillet 1919, il trouva Marguerite seule dans le champ. Elle le regarda longuement, puis, d'une voix rauque par des mois de silence, elle dit « Merci de nous avoir sauvés ». C'étaient ses premiers mots complets depuis la mort de son père. André pleura ouvertement. Cet homme qui avait vu l'enfer des tranchées pleura devant cette petite fille qui retrouvait sa voix. La première récolte d'octobre 1919 fut modeste mais suffisante pour nourrir les 20 familles de la ferme collective pendant l'hiver. Marie-Claire garda précieusement une partie pour les semences. L'année suivante, ils cultivèrent le double de surface. Les fermiers locaux, voyant le succès, commencèrent à demander des conseils, puis des graines. Marie-Claire les donnait gratuitement, à une condition, qu'ils aident une famille de réfugiés en retour. En septembre 1920, 1 an et demi après la photo, un homme se présenta à la ferme.
C'était le frère de Pierre, venu de Paris après avoir reçu les lettres de Marie-Claire. Il proposa de l'épouser pour donner un père aux filles. Marie-Claire refusa poliment. « Nous avons trouvé notre propre force, dit-elle. Pierre nous a laissé plus qu'un nom. Il nous a laissé la capacité de faire pousser la vie là où il n'y avait que la mort. » Les années passèrent. Marguerite retrouva complètement la parole et devint institutrice, créant une école pour les orphelins de guerre sur la ferme même. Elle enseignait non seulement la lecture et l'écriture, mais aussi l'agriculture, perpétuant l'héritage de son père. Céleste devint infirmière, soignant les derniers gazés de la guerre et plus tard les blessés de la Seconde Guerre. Elle gardait toujours dans sa poche quelques graines de blé, qu'elle donnait aux patients désespérés en leur racontant l'histoire de sa mère. En 1945, 26 ans après la photo, Marguerite retrouva André Moreau, maintenant conservateur au musée de la Grande Guerre. Il lui révéla alors son secret. Après avoir pris cette photo, il était revenu chaque semaine à Arras, laissant anonymement du pain et du lait à leur porte. C'était lui qui avait glissé l'information sur la ferme de Lille dans les dossiers de l'association. C'était lui qui avait convaincu les autorités d'accepter Marie-Claire, malgré les réticences sur une femme seule. « J'avais perdu ma famille dans un bombardement, dit-il. Aider la vôtre était ma façon de donner un sens à ma survie. » André lui montra alors quelque chose d'extraordinaire, une carte de France parsemée de points rouges. Chaque point représentait une ferme qui utilisait les graines du bois. Il y en avait plus de 200. « Votre mère n'a pas juste sauvé votre famille, dit-il. Elle a sauvé une partie de l'agriculture française. Ces graines ont nourri des milliers de personnes dans les années de famine qui ont suivi la guerre. » Marie-Claire vécut jusqu'en 1967, entourée de ses filles et petits-enfants. Sur son lit de mort, elle tenait encore quelques graines dans sa main, les mêmes graines que Pierre lui avait confiées 50 ans plus tôt. Elle murmura à Marguerite, « La guerre nous a pris notre maison, notre père, notre innocence. Mais elle ne nous a pas pris notre capacité de semer. Chaque graine plantée était un acte de foi, une déclaration que demain existerait. C'est cela que je veux que vous reteniez. Dans les moments les plus sombres, il faut continuer à semer. » La photo de 1919 est aujourd'hui exposée au musée de la Grande Guerre de Péronne. En dessous, une simple plaque. Marie-Claire Dubois et ses filles. Arras, 14 avril 1919, 3 heures avant de perdre leur maison. 3 vies qui ont transformé des graines de blé en espoir pour des centaines de familles. Chaque année, des visiteurs déposent des épis de blé devant cette photo, perpétuant le souvenir de cette mère qui a refusé de laisser la guerre avoir le dernier mot. Et quelque part dans les champs du nord de la France, le blé du bois pousse toujours, doré et résistant, rappelant qu'aucune terre n'est trop dévastée pour renaître, qu'aucune vie n'est trop brisée pour refleurir. Il suffit parfois d'une seule graine, d'une seule personne qui refuse d'abandonner, pour que l'espoir germe à nouveau. C'est la leçon que Marie-Claire nous a laissée. Dans les ruines de nos vies, nous portons toujours en nous les graines de notre renaissance. Cette histoire fictionnelle dramatise le destin de Marie-Claire Dubois et de ses filles, mais elle s'inspire de réalités historiques vécues par des milliers de familles françaises après la Grande Guerre. Elle nous rappelle que, même dans les ruines, une simple graine peut devenir le symbole d'une renaissance, et que l'espérance est parfois l'héritage le plus précieux qu'une mère puisse transmettre. Et vous, qu'est-ce qui vous aide à garder espoir dans les moments les plus sombres? Quels souvenirs de famille ou quels récits transmis par vos aïeux vous ont appris la force de la résilience? Selon vous, comment peut-on transformer une perte en un nouveau départ? Écrivez le mot espérance dans les commentaires pour que nous sachions que vous êtes restés avec nous jusqu'à la fin. Dites-nous aussi de quelle ville vous nous regardez. Et si vous le souhaitez, partagez une histoire ancienne de vos ancêtres. Elle pourrait inspirer de prochains récits sur cette chaîne. Merci de votre présence et de votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, d'activer la cloche, de la partager et de cliquer sur le prochain épisode qui vous attend.